La deuxième histoire est plutôt récente, elle se passe un petit peu entre deux confinements, donc c'était il y a à peu près 2 ans, et c'est l'histoire de Lana. Elle ne nous précise pas vraiment son âge, mais on imagine qu'elle est à la fac parce qu'au moment des faits, elle est en train de bosser sur son rapport de stage, d'ailleurs ça la fait stresser à mort toute seule chez elle, et en fait elle habite dans un petit appartement étudiant. Ce jour-là, il est 14 h, Lana est encore une fois à fond sur son rapport de stage, elle a qu'une seule envie, c'est de le boucler, quand tout d'un coup elle commence à entendre des bruits à la porte et notamment des toquements. Un peu intriguée parce qu'elle ne sait pas vraiment qui ça pourrait être étant donné qu'elle n'attend absolument personne, elle se lève, elle va ouvrir la porte et là elle tombe nez à nez face à John. Bon, vous ne le connaissez pas encore, mais Lana, elle le connaît très bien, parce que disons qu'ils ont une relation un peu non officielle. Bon, pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu gênant de décrire ça, mais disons qu'ils se sont un petit peu amusés ensemble, sans être en couple officiellement, bref, je vous fais pas de dessin. Mais bon, cette relation va avoir une fin, parce qu'un jour, John, il va complètement tout arrêter, il va la repousser complètement, et ça va d'ailleurs faire un peu mal à Lana qui commençait vachement à s'attacher à lui. Bref, elle trouve pas ça cool, d'autant plus qu'ils vont arrêter de parler et elle va apprendre plus tard que par un grand hasard, John s'était mis en colocation avec l'une de ses potes. Bon, pour le coup, c'était un vrai hasard pour les deux et Lana s'attendait à le recroiser parfois, mais clairement pas dans ces circonstances. Et donc posté là sur le palier de la porte, Lana va simplement lui demander ce qu'il faisait là, ce à quoi il va simplement répondre qu'il s'ennuyait et que donc était simplement venu la voir. Lana est un petit peu perturbée, ses sentiments naissants pour lui ne sont pas tout à fait éteints, clairement il ne la laisse pas indifférente et du coup elle va l'inviter à rentrer. Bref, vont s'en suivre quelques heures où ils vont discuter de tout et de rien, le courant va plutôt bien passer, bref c'est super cool. Au fur et à mesure des discussions, ils vont revenir au cours et là Lana va lui avouer qu'elle était vraiment super stressée à cause des examens, que vraiment elle n'en pouvait plus de son rapport de stage. Et donc dans le plus grand des calmes, John va simplement lui proposer de lui faire un massage. Et juste avant ça, un petit peu énigmatiquement, il va lui demander si elle lui faisait confiance, ce à quoi Lana va répondre que oui et du coup il va commencer à faire son massage sans aucune ambiguïté. Bref, pour ça, Lana commence à s'asseoir sur le sol, John vient derrière elle, il commence à lui masser les épaules et au fur et à mesure, tout commence à devenir un petit peu plus flou, notamment lorsque Lana sent un bras qui commence à se serrer autour de son cou et elle se souvient avoir eu cette réflexion vraiment bizarre de se dire qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et là, quelques secondes après, c'est le blackout total, Lana s'évanouit. Et c'est des heures plus tard, alors que la nuit est déjà tombée depuis longtemps, que Lana se réveille enfin. Complètement perdue dans le noir et complètement déboussolée, elle ne sait clairement pas ce qu'elle fait là, elle se rend compte qu'elle est complètement allongée sur le sol. Et là, on vous prévient, c'est un détail qui peut être quand même choquant, elle se rend compte qu'elle a du sang partout. Prise de panique, Lana commence à regarder plus attentivement ses membres et là, elle se rend compte qu'elle a des blessures semi-profondes partout sur le corps, notamment sur des bras, et que ça ressemble vachement à des traces de couteau. Bon, à ce stade de l'histoire et avec le recul, on imagine que vous, derrière votre écran, vous faites directement la déduction, mais à ce moment-là, et sous le choc, ce n'était pas du tout le cas de Lana qui va simplement se demander pourquoi John n'était pas là. Lana se lève donc avec difficulté, elle commence à faire le tour de son mini appartement et elle voit que effectivement John n'est plus là, elle va même regarder par la fenêtre pour voir s'il y avait sa voiture, mais elle n'était pas là. À ce moment-là, certainement à cause du choc, Lana n'a vraiment pas les bons réflexes et du coup, dans la pensée un petit peu nauséeuse qui est dans son esprit, elle se met à aller prendre une douche et puis après ça, elle se met simplement à ranger son appartement qui était vraiment dans un gros bordel. Et puis complètement crevée, elle se met dans son lit et s'endort. Avec le recul, elle se souvient avoir pensé juste avant de s'endormir que si elle se réveillait avec des douleurs, c'est que tout ça s'était réellement passé et ça montre un petit peu l'envergure de son déni. Bref, Lana s'endort et c'est quelques heures plus tard, alors qu'il fait toujours nuit, qu'elle se réveille dans son lit, elle est déjà beaucoup plus lucide et elle constate qu'il y a du sang partout sur ses couvertures. Encore une fois, prise de panique, son premier réflexe est de demander à l'aide et du coup pour ça elle se met à chercher son téléphone partout dans l'appartement mais elle ne le trouve pas. Elle va donc prendre son PC portable, se connecter sur les réseaux sociaux grâce auxquels elle va finalement appeler son meilleur ami. Rien qu'au ton de sa voix, son meilleur ami Thomas comprend directement que quelque chose cloche, qu'il ne s'est pas du tout passé quelque chose de normal et du coup il va simplement décider de prendre des initiatives, d'appeler la police à sa place étant donné que lui ne pouvait pas venir l'aider parce qu'il était à l'étranger. Et c'est finalement pendant qu'elle attend la police que Lana a un sursaut de lucidité en se disant qu'elle avait rangé tout l'appartement, qu'elle avait pris une douche et que du coup la personne qui avait fait ça serait très certainement très difficile à retrouver étant donné qu'elle avait un peu en quelque sorte masqué les preuves. Après ça, tout s'enchaîne très vite dans l'esprit de Lana, la police arrive, elle est emmenée directement à l'hôpital où elle apprendra que les blessures qu'elle pensait être superficielles étaient en fait beaucoup plus graves. Elle avait notamment des blessures internes aux organes, ce qui fait qu'elle a dû être opérée, mais on vous rassure, finalement elle va bien. Et c'est après son hospitalisation qu'enfin vont pouvoir commencer les procédures judiciaires pour pouvoir trouver qui était le coupable. Lana, à ce stade de l'histoire, a déjà rassemblé les pièces du puzzle depuis longtemps, elle sait que John avait forcément un lien à cette histoire si ce n'était pas directement lui.
Et du coup, au vu de la gravité de l'agression, il a directement été mis en garde à vue, mais malheureusement, face au manque de preuves, il va très vite être relâché. Ce dernier va d'ailleurs nier complètement tous les faits, il va même dire qu'il n'est jamais allé à son appartement ce jour-là, et du coup, le dernier espoir de Lana va être qu'on retrouve finalement dans son appartement, à l'aide des échantillons qui ont été prélevés dans ce dernier et sur elle, pour voir s'il y avait de l'ADN de John. Les analyses vont finalement durer 1 an et demi et finalement pendant tout ce temps Lana va avoir de l'espoir qu'on retrouve finalement le coupable, mais ça ne va pas être le cas et Lana va encore une fois repenser à la douche qu'elle avait prise, à l'appartement qu'elle avait rangé juste après et nettoyé, en se disant que c'était certainement ça qui avait masqué les preuves. Depuis tout ce temps, et même si ça commence à devenir de plus en plus flou dans l'esprit de Lana, elle est intimement convaincue qu'il s'agissait effectivement de John étant donné qu'elle se rappelle très bien qu'il était venu ce jour-là. Mais aujourd'hui, ce dernier est toujours en liberté et Lana est complètement terrifiée à l'idée qu'il puisse faire subir ça à quelqu'un d'autre. La deuxième histoire, c'est celle de Henry et il commence par nous prévenir que son histoire ressemble vraiment à une histoire de film d'horreur cliché, mais pourtant elle est vraiment arrivée. Pour vous dire, même les gens de sa famille chez lui ont eu du mal à le croire, en tout cas au début. L'histoire se passe au Canada en automne 2019. Henry, de base, il est originaire d'Allemagne, mais cette fois, il a pris une demi-année d'études pour faire ses études à l'étranger. Il avait 22 ans à l'époque et vous allez voir que les personnes qui sont impliquées dans cette histoire avaient aussi le même âge. Pour commencer, il nous dit que lorsqu'il est arrivé, il s'est lié d'amitié avec une personne qui est canadienne et avec une autre personne qui est étrangère. Les trois étaient étudiants, ils avaient exactement les mêmes délires, les mêmes centres d'intérêt et donc ils sont très vite devenus potes. Et il s'entendait tellement bien avec son pote canadien qu'il va même partir en vacances avec lui et son père dans une cabane isolée à la côté de la forêt. Pendant cette semaine, le père de son pote va leur apprendre à tirer avec des armes et il trouve ça plutôt généreux étant donné que les munitions ça coûte quand même assez cher. Puis l'automne va arriver et Henry et son pote David vont avoir pas mal de temps étant donné qu'ils ont fini leur examen. Le pote canadien va proposer à lui et à son autre pote qui était aussi étranger de passer quelques jours dans la cabane où ils avaient été avec le père, sauf que cette fois il n'est pas là et donc ils sont super contents parce qu'ils vont dire qu'ils vont pouvoir acheter des trucs pas très légaux, d'ailleurs je vous conseille de ne pas le faire. Et donc voilà, pour eux c'est vraiment le plan qui s'annonce parfait étant donné qu'ils seront loin de tout. Mais pour le coup c'est quelque chose qui fait un petit peu flipper Henry, le fait d'être super loin de la civilisation parce qu'il y a des fois où quand il n'y a aucun bruit, le silence peut être vraiment pesant. Au début, Henry va être un petit peu paranoïaque, la nuit, il va pas réussir à bien dormir, il va essayer d'écouter un petit peu pour entendre quelque chose, mais finalement il est avec ses potes David et Martin et donc tout se passe très bien, il va commencer à être rassuré. En plus de ça, ils sont armés et donc ils ne se sentent pas vraiment en danger, même s'il avoue qu'il ne sait pas très bien les manier et donc que c'était quand même assez dangereux même pour eux-mêmes. Arrive enfin le 4e jour, c'est devenu un petit peu la routine, ils commencent à boire, ils font aussi des séances de tir. Et à ce moment-là, sans crier gare, il y a un gros orage qui commence à éclater. Henry nous dit qu'ils abandonnent donc leur tentative de chasse incompétente et ils retournent vers la cabane. Ils vont quand même mettre près d'1 heure pour entrer puisqu'il pleuvait tellement que le sol c'était compliqué de marcher dessus. Bref, l'orage bat encore son plein lorsqu'ils arrivent enfin à la cabane, ils vont retirer tout leur équipement, ils vont se changer aussi. Mais petit détail important quand même, ils vont garder leurs armes sur eux, même si aujourd'hui, avec du recul, il nous dit que c'est quand même très irresponsable étant donné qu'ils avaient bu, qu'ils avaient aussi consommé des choses pas très légales et donc qu'ils n'étaient pas responsables d'eux-mêmes. Ils ne savent plus trop quoi faire maintenant, ils vont donc tous se poser à la table, ils vont mettre une petite vidéo YouTube, jouer aux cartes et passer le temps. Ils avaient aussi laissé les rideaux ouverts parce qu'ils adoraient regarder l'orage qui était dehors, en pleine nature comme ça, isolé au milieu de nulle part, ils kiffaient ça. En plus de ça, il faisait nuit noire, donc les éclairs des fois éclairaient le ciel et c'était super beau. Ça fait maintenant à peu près 20 minutes qu'ils sont comme ça en train de chiller dans la cabane et au bout d'un moment, il y a Martin qui était en train de boire une gorgée de bière qui va d'un coup la recracher alors qu'il y a un éclair. D'un coup, Martin se lève en criant de panique et donc ses deux autres potes, Henry et David, ne comprennent pas du tout ce qui se passe, ils se regardent dans les yeux sans savoir. Et là, Martin va crier avec une voix tremblante qu'il y a quelqu'un dehors. Il va en fait complètement flipper, leur dire que pendant la fraction de seconde où la foudre a éclairé le paysage, il avait vu un homme debout dehors en train de les regarder. Et c'est à ce moment-là que Henry nous dit que ça ressemble vraiment à un scénario de film d'horreur, même si en lisant le regard de panique qu'avait Martin, ils ont bien compris que c'était effectivement réel. L'adrénaline monte un petit peu chez les trois potes, ils essayent de regarder un petit peu dehors pour voir s'ils voient quelque chose, mais bon, jusque là, ils ne voient rien.
David file dans sa chambre prendre un fusil au cas où, et c'est à ce moment-là que Henry va se rendre compte que les portes ne sont même pas fermées, étant donné que franchement il n'y avait pas besoin, étant donné qu'ils étaient complètement tout seuls, mais bon, il va se précipiter de le faire. Et vous allez voir, ce qui va suivre va rester incrusté dans l'esprit de Henry, qui n'arrive pas à se détacher de l'image qu'il a eue à ce moment-là. Parce que Martin va allumer une lampe torche pour éclairer le paysage dehors à travers la fenêtre, et là les trois amis vont se rendre compte qu'il y a bel et bien un homme qui est grand et mince, habillé en noir et qui a une capuche qui recouvre presque tout son visage. Sauf que cette fois il est bien plus proche et il n'est plus debout, cette fois il est accroupi et il est encore en train de les regarder presque comme s'il se cachait avec un rire sur le coin de sa bouche. Quelques secondes vont passer jusqu'à ce qu'un nouvel éclair éclaire à nouveau le paysage, et à ce moment-là, alors qu'ils croyaient être au bout de leur peine, ça ne va pas être du tout le cas parce que ce qu'ils vont voir va les terroriser. Parce que derrière l'homme qui était accroupi, au loin, ils vont remarquer qu'il y a une dizaine d'autres personnes qui, elles, sont debout en train de les regarder comme l'homme. Franchement, on est d'accord, à ce moment-là, ça fait vraiment scène de film d'horreur bizarre avec des sectes ou des trucs comme ça. Et eux, c'est exactement ce qu'ils vont ressentir, ils vont commencer à flipper. Et donc, David, ne sachant plus quoi faire, va prendre son arme et va crier qu'ils sont armés et qu'ils pouvaient tirer. Alors qu'il avait dit ça de manière très bancale et de manière très peu rassurée, l'homme qui est accroupi et qui se trouve très proche de la cabane va effectivement voir qu'il a une arme. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Henry va aussi chercher la sienne et va se positionner à côté de son pote. Et alors qu'ils sont toujours en train d'éclairer le visage de l'homme qui est accroupi, ils vont se rendre compte que son sourire va donner place à une expression de rage, et tout ça va vraiment se passer en moins d'1 minute. Et alors que là, pendant quelques instants, plus personne ne va bouger, tout le monde va être figé, l'homme va finalement se relever, et tous ensemble avec le groupe qui était derrière, ils vont se mettre à courir vers la forêt. Henry et ses amis vont essayer de scruter à la fenêtre pour voir où ils sont en train d'aller, mais l'obscurité était bien trop grande, ils ne vont pas réussir à voir où ils vont. Complètement choqués, ils vont avoir un réflexe totalement normal, ils vont appeler la police et là ils vont leur poser plein de questions, ils vont demander plein de détails sur le physique de l'homme et également sur l'emplacement de la cabane pour pouvoir venir. Sauf que là la police va se rendre compte qu'ils sont quand même très éloignés et donc que ça leur prendrait minimum 2 heures à venir, et ils vont donc demander aux trois potes si c'était possible de venir plus tôt le lendemain, ce à quoi ils vont dire oui étant donné qu'ils avaient montré qu'ils avaient des armes et donc qu'ils pensaient que les individus ne reviendraient pas. Les trois amis vont décider de se relayer pour dormir. Pendant qu'il y en a 2 qui dorment, il y en a un qui surveille. Et lorsque ça va être le tour de Henry, la pluie va s'arrêter et il va être plongé dans l'obscurité totale. Et c'est pendant ces quelques heures seul face à lui-même qu'il va repenser à toute cette histoire et il va repenser à quel point c'était choquant et à quel point ça va le marquer à vie. Bref, le lendemain va arriver, les trois potes vont repartir une fois que la police est partie. Le père de David va même proposer à Henry et Martin de rester un petit peu chez eux histoire de les rassurer un peu. Et il va même décider d'installer des caméras de surveillance autour de la cabane. Avec du recul et en repensant à toute cette histoire, ils vont se dire qu'en fait l'individu qui s'était rapproché un petit peu était là pour examiner les personnes qui étaient dans la cabane et pour savoir quel genre de victime il pouvait avoir. Bref, cette histoire continue de le marquer encore aujourd'hui et le soir il continue de faire des cauchemars de cette silhouette qui se rapproche de plus en plus avec les éclairs. Et il n'arrête pas de se demander d'où venaient ces personnes et ce qui leur serait arrivé s'ils avaient réussi à les attraper. La troisième et dernière histoire se déroule également en décembre et tout comme la première histoire concerne également un chien. Et ce chien, héros de cette histoire, appartient à Alicia et son frère. Pour commencer, Alicia, son frère et son chien sont vraiment des adeptes des balades nocturnes. Ils adorent faire ça pour prendre un petit peu l'air et se promener tranquillement alors qu'il n'y a personne dans la rue. Et le fameux jour où les événements bizarres vont se passer, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Il est 2 h du mat et ils sont tous dehors. Et autant vous dire qu'ils ne sont pas en reste parce que le paysage est vraiment idyllique, ils ont la chance d'habiter pas loin d'une plage et du coup avec la lune c'est vraiment une ambiance particulière. Et cette nuit-là, ils décident de faire un itinéraire qu'ils connaissaient bien, c'est donc de longer la plage jusqu'à un endroit où il y a plein de bars et de restaurants avant de faire demi-tour et rentrer chez eux. Sauf qu'à ce moment-là, alors que tout allait bien et qu'ils allaient bientôt arriver vers l'endroit où il y a tous les bars et les restaurants, ils voient qu'il y a une personne qui marche dans le sens inverse et qui a l'air d'être un peu bizarre. Alicia ne distingue pas vraiment qui c'est, elle voit simplement une silhouette qui est en train de marcher dans le sens inverse et juste après, elle va voir qu'elle est suivie par d'autres silhouettes. Bref, c'est une scène un peu bizarre, surtout que la première silhouette a l'air de marcher plutôt bizarrement. Mais c'est là que la particularité du chien d'Alicia fait son entrée, parce qu'il ne s'agit pas d'un chien de compagnie banal, il est en fait entraîné dans le domaine de la recherche et du sauvetage. Et ce petit détail implique de grandes choses, déjà il est super bien éduqué et dressé, et il ne partait jamais sans permission.
Et là, l'ambiance paisible de la nuit va changer directement lorsque Alicia remarque que son chien est tendu et elle va voir son poil se hérisser. Elle ne le reconnaît pas et elle comprend tout de suite que ce n'est pas normal, elle essaie directement de l'attraper par son collier, mais là, elle le manque, c'est trop tard, le chien est parti. Alors qu'il s'élance à toute allure dans la direction inverse, Alicia ne le reconnaît vraiment pas, il se met à lancer des grands aboiements, vraiment c'est terrifiant. Alicia et son frère ne comprennent pas du tout, ils commencent à s'élancer vers le chien et finissent finalement par le rattraper et là, avec étonnement, ils se rendent compte qu'il s'est arrêté à la hauteur de la première silhouette, qu'il s'agissait d'être une jeune femme à peu près du même âge que Alicia. Et à ce moment-là, le chien d'Alicia ne s'arrête pas pour autant, il se met à se diriger vers les individus qui la suivaient, toujours avec un air menaçant et en grognant. Et en plissant les yeux dans la pénombre, Alicia se rend compte qu'il s'agit d'un groupe d'environ 3 personnes de 30 ans. En voyant le chien s'avancer vers eux, les 3 hommes vont faire demi-tour et Alicia ne les reverra jamais. Comprenant peu à peu la situation, Alicia va commencer par demander à la jeune femme si elle allait bien et là, sans répondre, elle se met directement à fondre en larmes. Étant complètement déboussolée et visiblement n'arrivant pas à parler, elle va sentir son portable dans un dernier effort et composer le numéro de ses amis qui vont directement lui expliquer la situation. Et pendant ce temps, le chien d'Alicia est revenu, il commence à se mettre au niveau de la jeune femme et se met à la réconforter, ce qui est un signe pour Alicia qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Finalement, à l'autre bout du fil, ses amis ne savent pas ce qu'il s'est passé, elles savent juste que leur pote est parti dans un bar et depuis plus de nouvelles, elles vont donc donner à Alicia et son frère l'adresse de son hôtel. Ces derniers vont donc raccompagner la jeune fille qui semble vraiment pas en état de le faire toute seule à son hôtel. Bref, ils y arrivent tous enfin, ils déposent la jeune fille à l'hôtel en compagnie de ses amis et là, ils vont tous échanger leurs numéros pour pouvoir en reparler plus tard. Et ce plus tard, c'est carrément le lendemain, ils vont tous se réunir et vont apprendre avec effroi ce qui s'était passé ce soir-là. En fait, la veille, la jeune femme était simplement partie se promener sur la plage et s'était arrêtée tout comme Alicia et son frère comptaient de faire à un des bars pour prendre un verre. Sauf que les choses bizarres ont commencé vraiment peu de temps après parce que juste ayant bu un seul verre, elle commence à se sentir très mal. À ce moment-là, elle décide donc de quitter le bar pour rentrer chez elle étant donné qu'elle ne se sent pas bien du tout et c'est à ce même moment que 3 hommes se mettent à la suivre. Et c'est au bout de 1 km, alors qu'elle commençait vraiment à être déboussolée et qu'elle commençait à perdre ses repères, qu'elle va heureusement tomber sur Alicia et son frère et la suite de l'histoire, on la connaît. Elle va confirmer qu'elle ne se souvient pas du tout de la soirée, que tout est vraiment flou, ce qui va conforter l'hypothèse qu'elle a été droguée. Heureusement pour elle, le chien d'Alicia était super bien dressé et lui a probablement sauvé la vie ce soir-là. Et en plus de ça, ça finit plutôt bien parce que Alicia, la jeune fille et ses amis vont rester en contact et vont parler vraiment très régulièrement. Et donc au final, même si cette histoire aurait pu très mal finir, elle a quand même fini par déboucher sur des amitiés vraiment solides. La première histoire qu'on va vous raconter ce soir, on vous prévient, elle est très originale parce qu'elle rentre tout de suite dans le vif du sujet et c'est l'histoire de Héloïse. La première chose qu'elle commence à nous dire, c'est que ça fait déjà 4 ans qu'elle a un harceleur. Bon, heureusement, même si c'est grave, elle nous dit qu'il ne l'a jamais agressée, qu'il n'a jamais non plus envoyé de menaces et donc qu'au fur et à mesure que le temps avance, elle a commencé à l'ignorer pour lui montrer qu'elle n'avait pas peur de lui. Et pour être tout à fait honnête, au fur et à mesure que le temps est avancé, elle n'avait littéralement plus peur de lui en fait. Ce qui est quand même complètement triste de se dire qu'elle s'est habituée à cette situation. On ne sait pas vraiment d'où elle le connaît parce qu'elle ne le précise pas, mais elle nous décrit un petit peu son harcèlement. Apparemment, il la suit très souvent, il lui envoie des lettres et aussi il lui envoie des genres de cadeaux qui seraient par exemple des photos de son appartement vu de l'extérieur. Clairement, c'est déjà assez horrible là. Ça arrivait aussi très souvent qu'elle retrouve dans sa boîte aux lettres des objets qu'il y avait dans sa poubelle, ce qui signifiait qu'il fouillait sa poubelle, bref c'est très étrange. Elle a d'ailleurs déjà essayé plusieurs fois d'appeler la police pour leur signaler ce comportement, mais ils n'ont jamais vraiment pu faire quelque chose ou en tout cas ils n'ont jamais vraiment essayé. Bref, revenons à un moment qui est assez particulier, c'est à peu près il y a 3 semaines à partir du moment où elle nous raconte son histoire. Alors qu'elle était chez elle, elle traînait tranquillement sur Reddit, le seul réseau social qu'elle utilisait. Alors qu'elle se baladait dessus, elle a découvert un subreddit sur lequel il y avait pas mal de personnes qui faisaient des témoignages et donc elle s'est dit que c'était probablement le bon endroit pour raconter son histoire à propos de l'harceleur qu'elle avait. Elle nous précise quand même que dans son témoignage, elle n'a donné aucune information personnelle et c'est d'ailleurs une question qui va revenir très souvent. Des gens vont lui demander si elle n'avait pas peur que ce fameux harceleur puisse lire son post et elle va dire que non et même qu'elle s'en fichait complètement si c'était le cas. Mais finalement, maintenant qu'elle connaît la réponse, elle se rend compte que ça a été le cas et que ça a eu bien plus d'impact que ce qu'elle aurait cru. Comme on l'a dit auparavant, l'harceleur ne l'a jamais agressée vraiment physiquement et d'ailleurs elle nous raconte la seule fois où il s'est rapproché le plus d'elle, c'est lorsqu'elle va retrouver dans sa boîte aux lettres une photo d'elle en train d'ouvrir sa porte. Mais quand même elle va trouver ça très étrange et elle va même se dire qu'il avait certainement posé un appareil photo à cet endroit-là parce que sinon elle l'aurait clairement remarqué.
Mais après tout ça, elle se demande quand même à quel point elle était stalkée parce qu'elle n'a aucune idée de comment cet harceleur a eu vent de son subreddit. Une semaine après avoir posté son histoire sur le subreddit, elle ne veut avoir aucune nouvelle de son harceleur, aucune lettre ni aucun cadeau bizarre. Mais alors qu'elle avait espoir que cet harceleur ait enfin arrêté, ça va être complètement le contraire lorsqu'un jour elle va se rendre compte que dans sa boîte aux lettres il y a énormément de lettres et que dans certaines enveloppes il y avait même des screens de discussions qu'elle avait sur Reddit. Bref, c'est vraiment un stalk intense. Les lettres sont de plus en plus haineuses et violentes et il va même commencer à s'en prendre à son petit ami alors que jusque-là il ne l'avait jamais calculé. Et il va même dire à Héloïse dans ses lettres qu'elle doit partager la vedette avec lui parce que c'était en soi grâce à lui qu'elle avait autant d'attention sur Reddit. Quelques jours plus tard, alors que Héloïse est tranquillement dans son appartement, elle va se rendre compte qu'elle a encore une fois reçu un cadeau, sauf que cette fois c'est différent. Le cadeau, ce n'est pas une simple photo ou une simple lettre qui se trouve dans sa boîte aux lettres, c'est cette fois un gros colis qui se trouve sur le palier de sa porte. Complètement intriguée et ne sachant pas du tout de quoi il peut s'agir, elle va se précipiter de l'ouvrir, ce qui est au final un petit peu imprudent avec du recul parce qu'elle se dit que ça aurait presque pu être une bombe. Mais non, lorsqu'elle va l'ouvrir, elle va se rendre compte qu'il y a plein d'objets bizarres dans la boîte, dont des serre-câbles, il y a aussi des rubans adhésifs. Il y avait aussi d'autres objets complètement bizarres, par exemple une télécommande qui avait des boutons qui étaient arrachés, et il y avait aussi tout un tas de faux pansements usagés. Bref, c'est complètement étrange et ça n'a aucun sens. Et finalement, dans la boîte, il y a un dernier objet qui va lui faire froid dans le dos. Il s'agit en fait d'un cadre avec une photo d'elle. Sauf que ce n'est pas un simple cadre, déjà le cadre est complètement brisé, le verre est complètement cassé. Et en plus, dans la boîte, il y a plein d'autres morceaux de verre qui ne viennent pas du cadre, comme si ça montrait son intention qu'il avait fait exprès de le péter. En regardant plus attentivement la photo, Héloïse se rappelle du moment où elle a été prise et c'était un moment où elle était avec son copain et elle se rend bien compte qu'il a été coupé de la photo. Cette fois c'est trop, Héloïse appelle la police et elle leur montre tous les objets qui sont bizarres et c'est enfin là qu'ils vont commencer à s'inquiéter et ils vont lui dire qu'ils vont envoyer des patrouilles un petit peu partout dans le quartier pour surveiller cet individu. Et pour le coup, ça a l'air de marcher parce que pendant un certain temps, elle ne va plus du tout avoir de nouvelles de lui, plus aucune lettre ni aucune photo bizarre dans sa boîte aux lettres. Mais l'histoire ne s'arrête quand même pas là parce que ce n'est que quelques jours avant qu'elle raconte son histoire qu'elle va retrouver des dernières lettres dans sa boîte aux lettres. Dans ces lettres, le stalker a l'air d'en avoir un petit peu marre d'elle, il commence à lui dire qu'il a perdu son temps avec elle et qu'au final elle n'était pas si spéciale que ça. Et surtout qu'elle n'appréciait aucun de ses efforts. On ne vous raconte pas tous les détails parce qu'il y en a énormément. Par exemple, juste avant de nous raconter son histoire, elle a retrouvé des morceaux de verre brisés sous son paillasson. Elle va aussi se rendre compte que sa voiture a complètement été vandalisée et qu'elle est rayée de partout. Mais un des détails qui l'a quand même fait le plus flipper, c'est que sur sa voiture, il y a écrit « C'est bientôt l'heure, mademoiselle ». Héloïse prend quand même cette phrase au sérieux, elle va rappeler la police pour savoir ce qu'ils en pensent et pour le coup ils vont eux aussi prendre cette menace au sérieux. Ils vont commencer à enquêter un petit peu plus et ils vont se rendre compte que sous son paillasson il y a aussi une note avec la même phrase d'inscrite. Et pour le coup c'est la première fois que Héloïse commence à vraiment avoir peur. Héloïse va faire de son mieux pour aider les enquêteurs. Par exemple, elle avait une caméra dans sa voiture mais qui malheureusement était de très mauvaise qualité et donc ils ne vont pas vraiment pouvoir exploiter ces images. Elle va aussi leur donner des photos qu'elle avait prises elle-même où on peut voir l'individu en train de la stalker mais ça ne va pas vraiment donner grand chose. Et finalement pendant 2 ou 3 jours il ne va plus rien se passer. Et il va continuer à ne rien se passer jusqu'à il y a 2 jours avant qu'elle nous raconte son histoire. Il est 4 h du matin et Héloïse se rend compte qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte d'entrée. Héloïse et son copain sont complètement hésitants, ils vont de manière toute discrète pour voir ce qui se passe et finalement au dernier moment ils se rendent compte que c'est en fait la police qui est à leur porte. En fait Héloïse va apprendre que cette nuit-là ses voisins ont remarqué qu'un individu était rentré dans l'immeuble. Sauf que ses voisins connaissent la situation de Héloïse et ils savent à peu près à quoi ressemble cette personne donc ils ont tout de suite compris que quelque chose clochait avec lui. En remarquant que l'individu se dirigeait vers leur appartement, ils ont tout de suite appelé la police qui est arrivée très vite. Et finalement, la police l'a arrêté alors qu'il était dans la cage d'escalier, presque comme s'il était volontaire et presque comme s'il avait voulu se faire prendre. L'homme d'ailleurs n'oppose aucune résistance et il avoue tout de suite qu'il est le harceleur de Héloïse. Avec du recul, Héloïse nous dit qu'il a quand même fallu 4 ans de harcèlement pour que la police agisse et pour qu'il se passe enfin quelque chose. À l'heure actuelle où on vous raconte cette histoire, l'individu est en cours de procès et Héloïse ne sait pas vraiment comment l'histoire se terminera pour lui. Et finalement, elle termine son récit en nous disant que lorsqu'elle nous écrit ces lignes, c'est la première fois depuis 1 an qu'elle est enfin rassurée lorsqu'elle sort les poubelles le soir. La première histoire, c'est celle de Laura. Elle s'est passée il y a environ 2 ans alors qu'elle avait 18 ans.
Et pour vous dire, cette histoire a été tellement marquante et tellement traumatisante pour elle qu'elle se souvient même du jour exact où c'était arrivé, c'était un mercredi en décembre. Ce fameux jour semblait pourtant être vraiment chanceux parce que son prof n'était pas là et du coup elle n'avait pas cours l'après-midi, elle se retrouvait donc chez elle l'après-midi. Mais bon, pour compenser, son père lui demande, étant donné qu'elle est là, d'aller promener son chien, mais Laura ça ne la dérange pas du tout, elle adore faire ça au contraire. En plus, c'est franchement pas très contraignant parce que à côté de chez elle, vraiment pas très loin, il y a un grand parc où son chien adore aller, du coup elle se prépare, elle enfile ses baskets et elle y va directement. Comme on vous l'a dit, on est mercredi après-midi, il y a vraiment personne dans le parc, à tel point que Laura décide de détacher son chien pour qu'il puisse gambader librement. Bien entendu, elle fait quand même attention à ce que son chien n'aille pas n'importe où, qu'il se rapproche pas trop près de la route, et puis de toute façon c'est un très petit chien et elle sait qu'elle peut avoir confiance en lui. Bref, quelques minutes passent, Laura prend son temps pour réfléchir, prend son temps pour respirer un petit peu, et alors qu'elle est en pleine réflexion, elle voit qu'un homme commence à se rapprocher d'eux. Bref, d'habitude, Laura n'est pas plus méfiante que ça envers les étrangers, mais là, elle ne sait pas vraiment l'expliquer, il y a cette petite chose que vous reconnaissez très bien dans les threads d'horreur qu'elle ne sent pas du tout, d'autant plus que l'individu semble directement se diriger vers elle. Et ce sentiment est tellement spécial et tellement fort que Laura ne le sent pas du tout, elle va directement rappeler son chien, elle va lui remettre sa laisse, le porter à la main et sortir du parc pour aller faire le tour du quartier. Mais bon, on s'y attend très bien, et si cette histoire est dans nos threads d'horreur, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. En effet, l'homme va également sortir du parc et se mettre à les suivre. Laura se met à stresser, elle le sent très bien et là c'est vraiment confirmé, l'homme la suivait bel et bien et il n'a pas l'intention d'arrêter. Et alors qu'elle se met à presser le pas, elle se rend compte qu'il fait également de même et qu'au bout de quelques instants, il se met même à siffler pour l'interpeller. Naturellement, à ce moment-là, et pour confirmer une dernière fois que c'était bien à elle qu'il s'adressait, elle va se retourner et elle voit avec effroi que l'homme est en train de la regarder pile dans les yeux avec un sourire super malsain. Il va même lui faire un signe de la main de lui dire de venir vers lui. Et voyant qu'elle ne réagissait pas, sans crier gare, l'homme commence à courir directement. C'est un véritable sprint qu'il fait vers elle, toujours avec son sourire malsain sur le visage. Et alors qu'il se rapproche dangereusement vers elle, elle remarque également qu'il sort quelque chose de sa poche et elle le reconnaît directement, il s'agit d'une corde. À ce moment-là, l'adrénaline en Laura se réveille, elle se met à sprinter parce qu'elle sent que sa vie est en danger, elle sort son portable et commence à envoyer un SMS à sa meilleure amie qui habitait vraiment pas loin de là. Elle lui dit le plus rapidement possible d'ouvrir la porte parce qu'il y a quelqu'un qui était en train de la suivre et qui lui voulait de mauvaises choses. Et heureusement sa pote était sur son portable à ce moment-là, elle va directement et instantanément voir le message et donc elle s'exécute et ouvre sa porte. Heureusement Laura arrive à temps, sa pote remarque qu'elle est en état de choc et directement elle court se réfugier dans la chambre du haut. Et alors qu'à ce stade de l'histoire, la pression est censée redescendre, ce n'est pas du tout le cas dans cette dernière parce qu'elle voit à travers la fenêtre l'homme en train d'essayer d'escalader le portail. Les deux potes sont en panique totale, elles ne savent pas quoi faire, elles savent que c'est simplement une question de temps avant qu'ils ne les rejoignent et du coup elles se mettent à composer le numéro de la police qui heureusement va décrocher directement et va prendre les choses en charge en leur disant de tout d'abord fermer la maison à double tour. C'est donc ce qu'elles vont faire, elles vont se dépêcher de descendre pour fermer la porte à double tour et puis elles vont retourner dans la chambre se réfugier en attendant que la police arrive étant donné qu'elle annonçait arriver entre 5 et 10 minutes. Après de longues et lourdes minutes d'attente, la police arrive enfin et prend l'homme sur le fait et il est directement arrêté. Bref, après ça, tout va s'enchaîner très vite. La police va convoquer les deux jeunes filles qui vont faire une déposition et elles vont avoir aucune nouvelle avant quelques jours. Et c'est une semaine après que cette dernière va les convoquer au commissariat pour leur dire tout ce qu'ils savaient de cet homme. Et tenez-vous bien, c'est vraiment super choquant, mais cet homme avait passé plus de la moitié de sa vie en prison et tout ça pour des causes pas très joyeuses et pas très saines, notamment abus sexuels et meurtres. Heureusement pour Laura, tout s'est bien fini pour elle et les choses ne sont pas arrivées jusque-là. Et elle sera toujours reconnaissante à son instinct et à sa meilleure amie qui ce jour-là lui ont probablement sauvé la vie. La troisième et dernière histoire qu'on va vous raconter ce soir, c'est celle de Marine qui se passe en Inde. Au moment où elle nous raconte cette histoire, elle a à peu près 15 ans et elle vient tout juste de rejoindre un cours de soutien de maths et de sciences et dans sa classe il y a environ 6 autres étudiants. Pour se rendre à ce cours, elle doit marcher environ 20 minutes et elle doit emprunter une rue qui longe un hôpital qui tombe en ruine. Lorsqu'elle arrive au bout de cette rue, elle a en gros deux possibilités, soit elle tourne à droite, soit elle tourne à gauche. Si elle tourne à droite, elle arrive normalement à son cours et si elle tourne à gauche, elle arrive dans un quartier qui est un peu malfamé. Bref, maintenant qu'on a le contexte, on va aller une semaine avant qu'elle nous raconte son histoire alors qu'elle sortait des cours. À ce moment-là, elle était avec une amie à elle et cette fameuse amie va lui demander si elle pouvait l'accompagner à la papeterie et pour y aller, le chemin le plus court c'était de passer par la rue qui était à gauche.
Vous l'aurez compris, cette fameuse rue à gauche mène vers le quartier malfamé dont elle nous parlait tout à l'heure et dont elle a entendu plein de mauvaises histoires, et donc elle va dire à sa pote qu'elle n'a clairement pas envie de passer par là et elle va lui proposer de faire le tour, surtout qu'à ce moment-là il fait complètement nuit. Sa pote va tout de même insister et finalement elle va réussir à la convaincre en disant que tout le monde passait par là et qu'il ne risquait rien, et donc finalement Marine va céder et elles vont passer par ce fameux chemin. Après avoir marché quelques minutes dans une rue qui est complètement cliché des films d'horreur, une rue hyper sombre où on ne voit vraiment rien, elles arrivent finalement à la papeterie. Arrivées dans la papeterie, ils vont acheter tout ce qu'elles devaient acheter et finalement elles vont faire demi-tour, repasser par la fameuse rue qui est complètement noire alors qu'elles sont en train de grignoter et que sa pote a allumé le flash étant donné que, comme on l'a dit auparavant, elle ne voit absolument rien. Mais il y a quand même quelque chose d'assez étrange avec la pote de Marine, c'est parce qu'à chaque fois qu'elle marche, elle s'arrête toutes les 5 secondes à peu près. Bon, sur le coup, Marine pense qu'elle est complètement crevée et donc qu'elle est en train de reprendre son souffle, quelque chose comme ça. Mais c'est 5 minutes plus tard que la pote de Marine va la prendre à part et lui dire qu'elle pense qu'elles sont suivies. Marine est absolument dans le déni, elle est persuadée qu'il n'y a rien et elle va lui dire qu'elle est complètement paranoïaque. Mais bon, pour se rassurer quand même, elles vont s'arrêter toutes les deux au moins 1 minute et attendre pour voir si elles voient quelqu'un. Et elles vont attendre 2 minutes et elles ne vont absolument rien voir. Les deux filles se remettent donc à marcher étant donné qu'il ne reste que 5 minutes pour arriver chez elles, mais bon, elles ne sont pas du tout rassurées, elles vont donc accélérer le pas et elles vont même se mettre à sprinter parce qu'elles flippent et qu'elles ont un mauvais pressentiment. Et soudain, alors qu'elles sont toutes les deux en train de courir, Marine entend à ses pieds un énorme bruit métallique. Sa pote qui avait le flash dans les mains éclaire le sol et là elle se rend compte qu'il y a un énorme couteau qui venait d'être lancé par derrière. Le couteau était vraiment gigantesque et elles se rendent toutes les deux compte qu'il avait été lancé dans le but de les blesser et que si elles avaient été quelques mètres juste en arrière, elles auraient très bien pu l'être. Complètement choquées, les filles ne s'arrêtent pas, elles continuent de plus belle à courir et en se retournant, elles se rendent compte qu'il y a au moins 5 ou 6 personnes qui sont en train de les suivre. À ce moment-là, en levant les yeux, Marine se rend compte qu'elle est au niveau de l'hôpital en ruine et donc elle se dit qu'elle n'est pas très loin de sa maison et donc elle continue à sprinter le plus vite possible. Les deux filles sont encore en train de courir et à se rendre compte que les individus sont toujours derrière elles en train de les poursuivre jusqu'au moment où finalement elles arrivent dans la rue principale. Sans réfléchir, les deux filles se dirigent vers la maison de Marine parce que c'était la plus proche et lorsqu'elles y arrivent enfin, elles se réfugient dans sa chambre et elles vont dans la salle de bain pour se laver le visage parce qu'elles sont en sueur complet. Complètement choquées par ce qui vient de se passer, les deux filles vont prendre un petit peu de temps pour s'en remettre et au bout d'un moment, Marine va demander à sa mère de ramener sa pote chez elle et c'est dans la nuit qu'elle va tout raconter à sa mère. Cette dernière va fondre en larmes en apprenant tout ce qui venait de se passer et elle va commencer à faire la morale à Marine en lui disant que c'était complètement imprudent et que deux filles qui se baladent toutes seules dans un quartier malfamé, tout aurait pu arriver. Surtout qu'elles n'avaient aucun moyen de porter plainte étant donné qu'elles n'ont même pas vraiment vu les individus, il n'y a pas non plus eu de blessures corporelles et en plus dans son quartier, la plupart du temps lorsque des personnes étaient arrêtées, elles étaient très vite relâchées. Bref, depuis cette histoire, Marine a repris ses études et donc elle a repris le cours de sa vie normalement, mais à chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle ne peut pas s'empêcher de jeter un petit coup d'œil à cette rue en repensant à ce qui aurait pu se passer ce soir-là. La première histoire qu'on va vous raconter ce soir, c'est celle de Céline, qui s'est passée dans l'île de Raiatea, qui est en fait une île voisine de la Polynésie française, là où elle habite aujourd'hui. Bon, désolé si on a un peu écorché le nom de l'île, on sait pas vraiment si ça se prononce comme ça, mais ce qui est vraiment spécial avec cette histoire, c'est que c'est pas directement Céline qui l'a vécu, mais une amie très proche à elle, et qu'en fait Céline l'a apprise bien plus tard. Lorsque les événements se passent, on est en juin 2014, et Céline vient d'emménager avec ses parents dans une grande maison au pied d'une montagne. Et quand on vous dit que la maison est vraiment grande, on ne plaisante pas parce qu'elle contient pas moins de 4 chambres, un immense jardin, également 2 garages et une énorme arrière-cour qui mène directement sur le flanc de la montagne. Bon, résumons, on est sur une île paradisiaque au flanc d'une montagne pas très loin de la mer, ça semble être la maison de nos rêves, mais pas pour Céline qui, elle, déteste cette dernière. En fait, sans trop savoir l'expliquer, cette maison la terrifie. Surtout que c'est plutôt étrange parce que de base c'est pas du tout quelqu'un de craintive, elle n'a absolument pas peur du noir, parfois elle va même se promener tard le soir dans la nuit, mais lorsqu'elle est dans sa maison ça lui arrive très fréquemment de faire des crises d'angoisse, bref c'est plutôt très inquiétant et Céline n'arrive pas du tout à l'expliquer.
La pire des situations pour elle, c'est vraiment au moment de se coucher, lorsque la maison est plongée dans le noir, elle ne sait pas pourquoi, il y a vraiment une aura qui est inquiétante, et donc sa mère, pour essayer de la rassurer, va lui donner le conseil d'ouvrir la porte pendant la nuit, sauf que lorsqu'elle va le faire, elle va avoir la vue sur le couloir, et malheureusement ça ne va pas du tout marcher, parce qu'elle va simplement avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, et qui semble vouloir s'emparer d'elle. Bref, c'est vraiment pas la grande joie pour Céline, qui va vraiment passer quelques semaines de la pure terreur. Mais heureusement pour elle, après ces quelques semaines, il y a une bonne nouvelle qui va tomber, parce qu'il faut savoir que sa mère a une fonction assez particulière. Elle était en fait à l'époque ce que Céline décrit comme étant accueillante familiale, et du coup ça leur arrivait de recevoir des enfants chez eux, et ça va être le cas. Une enfant de 12 ans va être placée dans la maison de Céline, et le courant va ultra bien passer. Céline ne l'a pas précisé au début de l'histoire, mais elle, au moment des fêtes, elle avait 10 ans, et en fait cette différence d'âge avec son amie ne va pas énormément se voir, étant donné que cette dernière était beaucoup plus grande que la nouvelle arrivante. Bref, lorsque Clara va emménager dans la maison, c'est une nouvelle chambre qui va lui être donnée, et d'ailleurs ils vont lui passer la seule chambre qui est libre, celle qui était à côté de celle de ses frères, et celle dont la seule fenêtre donnait directement sur les deux garages. Bon, même si Céline aime plutôt bien Clara, il faut savoir que cette dernière était super timide, on ne connaît pas vraiment son histoire, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, mais bref, au début la communication était vraiment difficile. Mais heureusement, au fur et à mesure des jours, cette dernière va commencer un petit peu à sortir de sa coquille, notamment lorsque Céline nous explique qu'en fait, en Polynésie française, il y avait SNK, donc l'attaque des titans pour ceux qui connaissent, qui passait vers 5h du mat, donc vraiment très tard, et que du coup, elle regardait ça sur la télé, et au bout d'un moment, Clara va commencer à la rejoindre, les deux amis vont commencer à regarder ensemble, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que les liens vont commencer à se créer. Bref, tout ce contexte idyllique et cette nouvelle amitié naissante se passait sous l'œil de Céline et de son point de vue, mais malheureusement ça ne s'est pas passé aussi bien du point de vue de Clara, et c'est ce dernier qu'on va vous raconter tout de suite. On est vendredi soir, il est super tard, Clara est dans sa chambre, dans son lit, en train d'essayer de trouver le sommeil, mais malheureusement son lit est posté juste à côté de sa fenêtre qui ne comporte pas de moustiquaire. Et étant donné ce problème technique, Clara était obligée de ruser, et du coup pour ça, elle utilisait les rideaux avec lesquels elle obstruait sa fenêtre pour pas que les moustiques ne passent. En plus de ça, il fait super chaud, bref, elle n'arrête pas de se tourner et de se retourner dans son lit en fixant le plafond, elle n'arrive vraiment pas à dormir. Et là, d'un coup, interrompant soudainement le silence de la nuit, un énorme bruit va l'extirper de ses pensées, et Clara, complètement surprise et même un petit peu morte de peur parce qu'elle ne s'y attendait pas du tout et que c'était vraiment un gros bruit, va commencer à regarder partout autour d'elle pour déterminer la source de ce bruit, mais malheureusement, elle ne va rien trouver et va simplement allumer la lumière. Mais même malgré la lumière allumée, malheureusement ces bruits ne vont pas cesser, ils vont même s'amplifier, ils vont commencer à devenir de plus en plus fréquents. Clara est catégorique, elle a vraiment l'impression que c'est des bruits de quelqu'un qui tape contre une vitre. Cette fois, elle est complètement sûre, elle se retourne avec peine jusqu'à sa fenêtre, elle la dévisage un petit peu avant de finalement s'élancer. Et en prenant son courage à deux mains, elle ouvre grand les rideaux d'un seul coup, mais là, elle voit qu'il n'y a absolument rien. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, parce que même si on est tenté de relativiser, de se dire que c'était forcément un bruit parasite, ce n'était pas du tout le cas de Clara, parce que même après cet événement, il va commencer dans la même nuit à avoir d'autres bruits un petit peu partout autour d'elle et autour de sa chambre. Et c'est toujours ces fameux tocs qui ressortent le plus précisément, mais à chaque fois qu'elle ouvre les rideaux, elle voit qu'il n'y a absolument personne. Bref, complètement morte de peur et ne sachant que faire, Clara décide que pour sa propre tranquillité d'esprit, elle était absolument obligée de confirmer sa théorie. Elle va essayer d'anticiper et d'ouvrir le rideau avant même qu'il n'y ait un bruit pour essayer de déterminer la source. Et là, en les tirant avec ses mains, elle va voir une vision d'horreur qui va la marquer à vie. Et c'est là qu'elle voit distinctement une ombre la regarder à travers la fenêtre, elle est quasiment sûre il s'agit d'un homme. Ce dernier, dont on ne distingue absolument pas le visage, va rester planté là à la fixer dans les yeux, et quelques secondes après, il va simplement faire demi-tour et s'en aller. Complètement terrorisée, avec une énorme boule dans la gorge, Clara n'arrive même pas à crier, elle va simplement rester plantée là pendant quelques instants complètement hébétée. Et c'est quelques instants après qu'elle va remarquer que la lumière du salon était allumée, elle va simplement descendre en silence, se recroqueviller dans le canapé et ne rien dire à Céline qui était simplement en train de regarder tranquillement son manga. Comme vous le savez, le lendemain matin, Clara ne va toujours rien dire, mais le père de Céline va dire qu'il a remarqué des traces de boue et des traces de pas partout autour de la maison, et notamment au niveau de la fenêtre de Clara. Et apparemment, ces traces de pas menaient au fin fond de la montagne. La deuxième histoire, c'est celle de Elsa, et on vous prévient, elle est assez originale. D'ailleurs, c'est elle-même qui nous la raconte et elle va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en disant qu'il y a 10 ans, ses parents et elle sont partis rendre visite à ses grands-parents pendant les vacances du printemps. Et il y a aussi leur cousin qui les a rejoints et un jour, ils ont décidé d'aller au YMCA, un genre de club où il y a plein d'activités à faire dedans. Et c'est donc sa grand-mère qui les a déposés en disant qu'elle allait revenir dans 4 heures.
En plus, c'est très cool parce que ce jour-là, il n'y avait quasiment personne dans le club, il y avait seulement quelques gens qui étaient en train de faire du sport dans la salle de muscu, et donc eux ils vont profiter pour faire un petit peu tout et rien. Ils vont commencer par le terrain de basket, ils vont faire des chats, mais bref, au bout d'un moment, ils vont très vite s'ennuyer. En vrai, Anna, elle n'est pas ultra fan de la natation, mais étant donné qu'ils ne savent pas trop quoi faire à ce moment-là, ils vont quand même y aller. Très vite, ils vont commencer à s'occuper comme ils peuvent, ils vont faire quelques longueurs, mais très vite, encore une fois, ils vont s'ennuyer, surtout qu'il n'y a personne dans la piscine, il y a simplement le maître nageur qui est là pour surveiller. Et c'est là qu'ils vont décider de commencer un petit jeu assez bête qu'en vrai, on a tous déjà essayé dans une piscine, un concours d'apnée. Ils vont donc se mettre à l'endroit le moins profond, à un endroit qui est un petit peu caché quand même, ils vont activer une horloge et puis ils vont commencer tous les deux à se mettre sous l'eau. Anna est hyper confiante, elle est super contente, la plupart du temps elle gagne toujours contre son cousin et donc au bout d'un moment alors qu'ils sont dans l'eau, elle sent une tape sur son épaule et c'est bon, elle se dit que ça y est, c'est son cousin qui a abandonné, elle sort donc de l'eau, sauf que pas du tout, ce n'est pas lui, elle remarque que c'est le maître nageur, parce que effectivement c'est bien interdit dans les piscines de faire ça. Bon, après cet échec, ils vont décider de sortir de l'eau pour on ne sait pas trop quoi faire, ils vont se dire qu'ils vont aller retourner au terrain de basket, mais au moment où ils commencent à y aller, la maître nageuse va leur proposer une idée et elle va leur dire d'aller au sauna. Déjà pour se réchauffer étant donné qu'il faisait quand même assez froid dehors, et en plus c'était assez exaltant parce que à la base c'est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans. La maître nageuse les emmène jusqu'au sauna et franchement c'est hyper cool, l'intérieur est en bois, la porte est en verre. C'est un sauna qui est plutôt classique, à l'intérieur il y a aussi une horloge histoire de savoir combien de temps on reste étant donné qu'il ne faut pas rester trop longtemps pour pas que ça devienne dangereux. D'ailleurs, petit détail, le sauna se trouve juste à côté du bureau des maîtres nageurs, donc clairement si on regarde vers là on peut les voir. Et donc après ça, la maître nageuse va les accompagner à l'intérieur du sauna et elle va commencer à régler le thermomètre. Ça va quand même étonner un petit peu Anna parce qu'elle va se demander si à chaque fois que quelqu'un vient dans un sauna, la maître nageuse était obligée de faire ça. Mais bon, elles sont assez petites, elles ne connaissent pas du tout le game des saunas. Donc bref, en plus de ça, lorsqu'elles regardent le thermomètre, elles sont trop petites pour voir la température que la maître nageuse a configurée. L'excitation commence à monter, ils sont super contents et là Anna va remarquer un truc assez bizarre. Lorsque la maître nageuse sort et qu'elle ferme la porte, elle a l'impression de l'avoir vue la fermer à clé. Ce qui est quand même assez bizarre étant donné que normalement ils sont censés pouvoir sortir quand ils veulent. Bref, à ce moment-là, ils ne pensent pas du tout à ça, la sensation est hyper agréable, ils vont commencer à se détendre, c'est hyper cool. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait quand même 15 minutes qu'ils sont là et son cousin va commencer à remarquer qu'il fait assez chaud et donc il va dire à Anna que c'était le moment de sortir. Anna se lève donc et se dirige vers la porte pour l'ouvrir, mais là, la panique va l'envahir lorsqu'elle se rend compte que la porte est fermée à clé de l'extérieur. Elle se met donc à pousser le plus fort possible pour essayer de l'ouvrir, mais elle n'y arrive pas du tout. Son cousin va essayer à son tour, mais lui non plus ne va pas réussir. Bon, sur le coup, ils vont essayer de rester un petit peu calmes, ils vont se dire qu'ils vont attendre encore quelques minutes histoire d'attendre que la maître nageuse revienne parce que si ça se trouve, elle avait configuré un temps ou quelque chose comme ça, mais ça ne va pas arriver du tout, personne ne va venir et là ils commencent à avoir vraiment trop chaud. Ils vont donc retourner à la porte et commencer à tambouriner au maximum pour faire le plus de bruit possible. Surtout que comme on vous l'avait dit, le bureau de la maître nageuse se trouve juste à côté et donc du sauna ils arrivent à la voir et ils se rendent compte qu'elle est en train de regarder droit devant elle mais qu'elle ne les regarde pas. Pour eux c'est extrêmement étrange parce que le bureau se trouvait juste à côté et que eux faisaient énormément de bruit, ils criaient le plus fort possible, ils tapaient dans la porte mais la maître nageuse se retournait pas, presque comme si elle le faisait exprès. Ça fait maintenant 25 minutes qu'ils sont dans le sauna et là ça devient difficilement respirable, ils commencent à avoir trop chaud et presque à brûler, ils vont donc se servir des serviettes qui sont encore humides pour les placer sur leur tête et se rafraîchir et Anna va même avoir peur pour son cousin étant donné qu'il est plus jeune qu'elle. 10 minutes sont encore passées, ça fait donc 35 minutes qu'ils sont non-stop dans ce sauna et les choses ne vont pas du tout s'arranger, ils ne vont vraiment pas bien, ils commencent à avoir trop chaud. Anna va donc se lever et regarder à travers la porte et encore une fois elle voit que la maître nageuse est là et qu'elle regarde fixement devant elle. Elle va donc continuer encore et encore parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, à essayer de lui faire des signes pour qu'elle la voie, mais elle ne la voit absolument pas et à ce moment-là elle commence à avoir des vertiges. À bout de souffle, elle va donc décider de se rasseoir sur le banc qui est complètement chaud, le bois est extrêmement chaud, ça lui fait mal de s'asseoir. Et là, à ce stade-là, tout est sec, il n'y a plus aucune humidité, même les serviettes sont complètement sèches. Elle va donc enrouler ses cheveux autour de sa bouche pour essayer de se rafraîchir au maximum et lorsqu'elle va regarder son cousin, elle voit qu'il ne bouge plus, elle va donc essayer de le secouer et là il va lui répondre qu'il est toujours conscient heureusement, mais elle va se dire que là c'est le moment, il faut absolument sortir.
Ça fait maintenant 45 minutes qu'ils sont dans ce sauna, Anna n'en peut absolument plus et elle se dit qu'à ce stade-là, ça ne peut pas être un oubli, que la maître nageuse a forcément fait ça intentionnellement. Mais là, une lueur d'espoir va naître parce qu'en regardant à travers la porte, ils vont se rendre compte qu'il y a un homme qui se dirige vers eux. Cet homme, ça a l'air d'être un client et heureusement, il ne va pas à la piscine, il a bien l'air de se diriger vers le sauna et il n'est pas tout seul, il est accompagné de la maître nageuse. Heureusement, ils se dirigent complètement vers leur sauna, donc Anna est super contente, elle se dit que enfin ils vont sortir, mais là elle va remarquer quelque chose de très étrange. Lorsque la maître nageuse se dirige vers la porte de leur sauna, elle ne se rend pas compte que la porte est déverrouillée, elle va tout de suite sortir ses clés pour la déverrouiller. Anna va donc se rendre compte que la maître nageuse était parfaitement consciente que la porte était fermée à clé. Ni une ni deux, Anna attrape son cousin, elle se lève en essayant de sortir de la pièce parce que là elle n'en peut plus, elle va même un petit peu bousculer l'homme qui était avec la maître nageuse, mais là d'un air hyper violent et hyper exaspéré, la maître nageuse va les repousser à l'intérieur du sauna. Et c'est pour ça que cette histoire est absolument incroyable parce que tout ça va se passer devant les yeux ébahis de l'inconnu qui était là et qui ne comprend pas la situation. Il va même faire remarquer à la maître nageuse que les petits semblent avoir envie de sortir. Et là, d'un air complètement exaspéré et en lâchant un petit souffle, elle va enfin les laisser sortir, mais elle va quand même les fixer jusqu'à ce qu'ils rentrent dans les vestiaires. Ils savaient que leur grand-mère était censée arriver dans 10 minutes, ils vont donc s'habiller en toute vitesse sans rien dire, ils vont sortir, et lorsque la grand-mère va arriver sur le chemin du retour, ils vont continuer sous le choc à ne rien dire du tout. Finalement, ils vont rentrer et encore une fois, ils vont se taire jusqu'au soir pendant le dîner où ils vont commencer à en parler à leur famille, mais ça semble tellement gros que personne ne va vraiment les croire. Ils vont tous dire qu'ils ont certainement exagéré la situation. Anna a aujourd'hui 21 ans lorsqu'elle écrit ces lignes et elle nous dit qu'elle ne comprend toujours pas la réaction qu'a eu cette maître nageuse et pourquoi elle a fait ça, même si elle en est persuadée, elle est sûre qu'elle avait fait ça intentionnellement. Et d'ailleurs c'est quand même très étrange parce qu'à ce moment-là ils étaient sur le point de s'évanouir, mais elle nous dit que s'ils y avaient laissé la vie, c'est forcément la maître nageuse qui aurait été blâmée en premier et donc elle ne comprend pas du tout pourquoi elle a fait ça. Bref, elle n'a aucune explication à son histoire et d'ailleurs ça lui a laissé des marques quand même dans sa vie parce qu'à chaque fois qu'elle a un petit peu trop chaud ou qu'elle se sent étouffée, elle a des crises de panique très intenses. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, personne ne la croit. Et donc ce soir, elle réalise ce post pour demander votre avis. Selon vous, est-ce que c'était un malheureux accident ou est-ce que cette personne leur voulait du mal, voire plus? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Lilia qui s'est passée lorsqu'elle avait 12 ans. Elle rentre directement dans le vif du sujet, on n'a pas énormément de détails sur sa vie, tout ce qu'on sait c'est qu'au moment des faits, elle était tranquillement en train d'attendre après l'école que quelqu'un vienne la chercher. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et ce qui est plutôt spécial, c'est que lorsque sa famille n'avait pas vraiment le temps de venir la chercher, elle faisait appel à un chauffeur pour directement la reconduire à la maison, et du coup Lilia ne les connaissait pas forcément. Bref, c'est vraiment la routine pour cette dernière, elle a vraiment l'habitude, et ça fait à peine quelques instants qu'elle attend qu'elle va voir une grande camionnette venir à son niveau et se stationner devant elle. En voyant cette fameuse camionnette, Lilia va directement faire le lien avec la leur parce que dans sa famille, ils en possédaient une également. Et du coup, Lilia va directement faire le lien. Elle va se dire que ses parents avaient certainement prêté la camionnette pour que quelqu'un vienne la chercher. Et effectivement, quelques secondes après, l'homme va simplement baisser la vitre et il va lui demander comment elle s'appelait. Ça n'étonne absolument pas Lilia qui va se présenter et donner son prénom et la personne, donc le conducteur, va simplement se justifier en disant qu'il était venu chercher quelqu'un et que du coup, il lui fallait son nom pour confirmer. En entendant son prénom, le conducteur va simplement acquiescer comme s'il n'était absolument pas étonné et va dire que en fait c'était plutôt étonnant, mais que ces derniers, donc Lilia et lui, ne s'étaient jamais rencontrés alors qu'ils faisaient partie de la même famille et va d'ailleurs dire être le neveu de sa mère. Bref, ça n'étonne absolument pas Lilia, c'est typiquement ce que ses parents pouvaient faire et entreprendre, et du coup en entendant que c'était sa mère qui avait fait venir son cousin, elle va directement monter dans la camionnette, surtout qu'il commençait vraiment à faire très froid dehors. Bref, Lilia monte dans la camionnette, elle commence à s'attacher et le conducteur démarre. Mais directement dès les premiers mètres, il y a quelque chose de très peu conventionnel parce qu'elle va remarquer que son cousin ne prend pas du tout la bonne route et qu'il s'engage dans une rue qui est d'ailleurs complètement opposée. Bon, à ce moment-là, Lilia se dit que la route principale était certainement barrée et que du coup le conducteur était simplement en train de la contourner, sauf qu'elle voit qu'au fur et à mesure des minutes, il ne prend absolument pas la direction de la maison et là ça commence vraiment à l'inquiéter et du coup elle va timidement dire au conducteur qu'elle n'avait pas le droit de sortir après les cours et qu'elle devait simplement rentrer chez elle. Sauf que bien entendu et malheureusement le conducteur ne répond absolument pas, il se tait en fixant la route et ce dernier commence d'ailleurs à s'engager sur l'autoroute.
C'en est absolument trop pour une jeune fille d'à peine 12 ans. Lilia va commencer à fondre en larmes, elle va complètement craquer. Sans trop savoir ce qui se passait, elle sait très bien que ce conducteur-là n'était pas censé venir la chercher. Et du coup, elle va le supplier de la ramener à la maison. Elle va vraiment insister. Et là, le gars en question va complètement péter un câble. Il va commencer à tambouriner son volant en lui hurlant dessus et en lui disant de se taire. Car selon lui, tout se passerait beaucoup mieux si elle se taisait. Son cerveau tournant à 1000 à l'heure, Lilia va essayer d'explorer du haut de son jeune âge toutes les options qui s'offraient à elle, et lorsque la voiture commence à ralentir, elle prend sa décision radicale. Saisissant l'opportunité, elle déverrouille directement la voiture et saute dehors alors que cette dernière n'était pas arrêtée. Lilia atterrit sur le béton et sur sa jambe gauche et directement c'est une immense douleur qui va s'emparer de tout son corps, mais elle s'en fiche complètement, la seule chose qu'elle veut c'est fuir loin de cet homme. À cet instant, elle est complètement hébétée, elle n'a qu'une seule peur, c'est que le conducteur qui prétendait être son cousin fasse demi-tour et la rattrape pour finalement faire on ne sait quoi trop d'elle. Mais heureusement, après quelques secondes complètement dans les vapes, elle va se rendre compte que la camionnette est finalement partie. Après ça, elle va en parler à la première personne qu'elle va croiser, ils vont appeler la police, cette dernière va arriver et va raccompagner Lilia chez elle. Après cette histoire, ses parents seront complètement traumatisés et on les comprend, et ils vont d'ailleurs interdire à Lilia d'attendre toute seule devant son école après la fin des cours. Et d'ailleurs, elle ne va pas se faire prier parce que cette histoire lui a montré qu'il faut toujours être sur ses gardes. La première histoire, c'est celle de Mike qui vit au Canada. Malheureusement, il ne s'agit pas du beau Canada avec ses beaux paysages parce qu'il nous dit que là où il habite, il s'agit d'un quartier où il y a énormément de drogués. Pour contextualiser un petit peu là où il habite, Mike nous dit qu'il habite dans un appartement qui est à demi enterré. Et donc ses fenêtres sont au niveau du sol à l'extérieur. Et au moment où se passe l'histoire, d'ailleurs on vous prévient, cette histoire elle est aussi flippante que drôle, Mike est en train de regarder la télé posé dans son canapé en caleçon. Et alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, d'un coup il va commencer à entendre des petits grattements au début au niveau de sa porte et à la fin ça va devenir tellement fort qu'il aura l'impression que ce sont de vrais craquements. Directement, son instinct se réveille, il comprend tout de suite que quelqu'un est en train d'essayer de forcer sa porte. Sauf que Mike, il habite quand même dans le nord du Canada, et dans le nord du Canada, il y a pas mal d'ours. Et donc, au cas où il y aurait des problèmes avec des animaux sauvages, Mike a bien entendu une arme chez lui. Sans attendre, il décide donc d'aller chercher son fusil, il se tient prêt et il se met à composer le numéro du 911 parce que là il y a clairement quelqu'un qui essaye de rentrer chez lui. En attendant et pour se mettre à l'abri, il décide de se mettre dans sa chambre pour évaluer un petit peu la situation et pour voir comment ça va se passer puisque effectivement je pense qu'il n'a pas l'habitude que ce genre de situation se passe. Et peu de temps après, les bruits de la porte vont s'arrêter comme si la personne était partie et qu'elle avait arrêté d'essayer de forcer. Sauf que ce n'est pas du tout la fin du cauchemar, parce que alors qu'il n'y a plus aucun bruit, quelques secondes après il se rend compte que c'est au niveau de sa fenêtre qui est juste au-dessus de son lit qu'il va y avoir des bruits, et là il va voir que quelqu'un est en train d'essayer de rentrer par là. Il voit qu'il n'y a qu'une seule personne, mais cette personne est très bizarre. Déjà cette personne est en train de parler toute seule, et en plus il l'entend très bien étant donné qu'il est juste à côté en fait. Mike est complètement terrorisé et stressé, c'est clairement la première fois que ça lui arrive une situation du genre. Il se met donc avec son fusil devant la fenêtre, prêt à faire quelque chose au cas où la situation l'exigerait. De plus en plus, Mike remarque que l'homme est en train de regarder dans la chambre comme s'il essayait de voir quelque chose, sauf que la fenêtre était trop opaque, du coup la personne ne voit rien, et après quelques secondes, il va réussir à faufiler sa main à travers la fenêtre et il va l'ouvrir d'un coup. Mike est complètement stressé, mais il décide de se calmer parce qu'il a quand même une arme entre les mains et que très vite un accident peut arriver, surtout que lui n'a pas du tout envie de tirer sur quelqu'un, du coup il essaye juste de le dissuader. Les secondes sont en train de passer, l'homme est en train d'essayer de rentrer de plus en plus, Mike se demande vraiment ce qu'il va lui arriver, d'ailleurs l'homme va réussir, il va passer sa tête à travers la fenêtre et il va rentrer sa tête dans la chambre, et là les regards des deux hommes vont se croiser. L'homme se retrouve donc devant Mike qui est actuellement en caleçon avec un fusil braqué sur lui. Et là, à ce moment-là, il va y avoir un gros blanc gênant. L'homme est toujours en train de regarder Mike qui est encore en caleçon à ce moment-là et qui ne sait pas du tout comment réagir. Et finalement, ce dernier va décider de briser le silence en lui demandant simplement « Ça va, je vous dérange pas, vous avez besoin d'aide peut-être ?» Mike se rend compte en prononçant cette phrase que l'homme est complètement drogué, il a les yeux rouges de sang. Et alors qu'à ce moment-là, la situation aurait pu complètement dégénérer, ce n'est pas du tout ce qui va se passer et finalement la situation va presque devenir comique. Parce que l'homme, au lieu de devenir violent comme dans la plupart des threads qu'on raconte, va simplement dire « Bonjour monsieur, je ne pensais pas que cet appartement était occupé. Désolé, je m'en vais et je referme votre fenêtre. » Et là, c'est exactement ce qu'il va faire. Il commence à repenser à l'absurdité de toute cette histoire, de tout ce qui vient de se passer, c'est quand même inhabituel ce genre de truc.
Mais au final, tout est bien qui finit bien, l'homme n'avait pas l'air d'être vraiment dangereux au final. Et donc la morale de cette histoire, c'est que même lorsqu'on est en caleçon en train de regarder un film tranquillement, on peut ne pas être à l'abri d'un danger imminent. La deuxième histoire, c'est celle de Aurore et elle ne s'est pas passée en France. Pour nous parler un petit peu d'elle, elle nous dit qu'elle a 28 ans et qu'elle habite dans le même appartement depuis déjà 4 ans. Tout se passe très bien dans sa vie, elle n'a absolument aucun souci avec ses voisins, mais elle nous précise quand même qu'il y a un couple qui vit juste au-dessus de chez elle. D'après ce qu'elle sait, c'est un couple de 2 personnes qui ont à peu près 30 ans et qui vivent là déjà depuis 3 ans et elle n'a jamais vraiment eu d'interaction avec ces personnes-là, elle sait juste qu'ils habitent. Mais quand même, et c'est tout l'objet de cette histoire, elle nous dit que récemment, il y a des choses qui ont commencé à changer avec eux. Parce que pour contextualiser, elle nous dit que depuis les 6 derniers mois, elle entend une certaine musique un petit peu bizarre qui provient de l'appartement du haut. Bon, jusque là, rien de bizarre, sauf que clairement c'est pas du Shakira ou toutes sortes de musique commerciale qu'on a l'habitude d'entendre, c'est plutôt une musique avec des fortes basses et elle dit que ça s'accompagne avec des personnes qui sautent en rythme et c'est vraiment super chelou, ça donne une ambiance vraiment très spéciale. Mais bon, ça arrivait plutôt occasionnellement, du coup Aurore se dit que c'est peut-être un entraînement de sport. Du coup, au début, clairement, ça la dérange pas, sauf qu'à un moment, ça va commencer à devenir de plus en plus intense, jusqu'à même faire bouger les lumières qui sont à son plafond, qui sous la vibration et les sauts se mettent un petit peu à vaciller. Mais malheureusement, ça va aller crescendo, ça va commencer à se faire de jour en jour, clairement tous les jours en fait, à chaque fois que Aurore rentre chez elle, elle entend cette musique, ses basses et ses sauts à répétition, et clairement là, ça commence à l'embêter. Et en plus de tous les bruits chelous qu'elle entend de plus en plus, elle remarque qu'il y a un camion qui est stationné en bas de l'appartement et que très régulièrement, il commence à descendre des meubles pour les donner à ce camion. Et en fait, elle va vite se rendre compte qu'il s'agit d'un service qui récupère des anciens meubles de personnes qui veulent s'en débarrasser. Sauf que c'est vraiment bizarre parce que le couple n'est pas en déménagement et ils donnent vraiment beaucoup de meubles comme s'il ne restait quasiment plus rien chez eux. Bon, à ce moment de l'histoire, les choses commencent à aller beaucoup mieux, Aurore n'entend plus aucun bruit, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout le cas, c'est même tout l'inverse qui va se passer. Parce qu'au début, toute la musique, tout ce bruit qu'il y avait et tous ces sauts qui étaient faits dans l'appartement du haut étaient simplement commises par 2 personnes, sauf que là, dans les jours d'après, elle a l'impression que c'est carrément un troupeau qu'il y a au-dessus de chez elle. La musique est tellement forte qu'Aurore a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de festival ou une grosse fête qui se produit au-dessus de chez elle et vraiment ça devient de plus en plus régulier également. Mais le fait que cette musique soit un petit peu plus forte va l'aider à discerner ce qu'il s'y passe vraiment. Déjà, concernant la musique, elle nous dit que c'est un petit peu bizarre parce que c'est vraiment un feeling qu'elle avait, mais elle avait l'impression que c'est de la musique un peu spirituelle, un peu ésotérique, comme si c'était une musique d'initiation. Et pour corroborer le tout, elle a vraiment l'impression d'entendre un homme qui est en train de parler aux autres comme s'il donnait des instructions et que tout le monde suivait. Elle entend distinctement cet homme parler aux autres et il est en train de leur dire des choses comme « abandonnez-vous » ou alors « devenez quelqu'un de nouveau », bref, ce genre de choses qui est un peu bizarre à entendre la première fois qu'on les entend. Surtout qu'encore une fois, elle est quasiment sûre qu'il ne s'agit pas d'un exercice de yoga ou alors un truc de développement personnel, c'est vraiment un truc spirituel. Et à ce moment-là de l'histoire, elle va avoir un bon réflexe, elle va commencer à enregistrer et prendre des vidéos de ce qu'elle entend pour avoir des preuves au cas où elle devait porter plainte pour tapage nocturne. Et alors qu'on a l'impression que les choses ne peuvent pas aller plus mal, c'est malheureusement ce qui va arriver. Aurore nous dit qu'en fait son appartement est situé à l'avant-dernier étage et que du coup ses voisins du haut ont le dernier étage et qu'ils ont un espèce de patio qui est directement situé au-dessus de la chambre de Aurore. Et alors que jusque-là, elle avait été vraiment super patiente avec tous ces bruits et qu'elle ne s'était vraiment pas plaint, un jour, après une randonnée de 3 jours, elle va rentrer chez elle complètement crevée et elle va vraiment avoir une mauvaise surprise. En rentrant dans sa chambre complètement crevée, elle va voir que sur son lit, il y a des espèces de morceaux de plâtre et en levant les yeux, elle se rend compte que ça provient du plafond, comme s'il était en train de s'effriter. Il y a même de l'eau qui commence à couler, du coup Aurore ne perd pas de temps, elle appelle directement le propriétaire pour l'informer de la situation. Bref, le propriétaire va finalement arriver, il va voir l'état du plafond et va être super vénère de voir qu'il est complètement en train de s'effriter, même si clairement il n'y avait pas un risque d'inondation ou que le plafond cède. Et d'ailleurs le propriétaire va dire quelque chose de plutôt intéressant à Aurore parce que depuis son propre appartement où il logeait, il dit qu'il voit très bien ce couple. Et effectivement très régulièrement, il voit le couple accompagné d'autres personnes, il sait pas du tout qui c'est, mais ils se mettent à faire des rituels bizarres, à sauter en rythme et même à faire des choses sales, mais on n'en sait pas plus. Et d'ailleurs, il y a vraiment des détails super chelous parce qu'il dit que parfois ils se mettent complètement nus et ils commencent à s'asperger de terre avec d'autres éléments, mais malheureusement ils n'arrivent pas à voir ce que c'est. Bref, ça ressemble vraiment à une espèce de secte ou un genre de culte. Mais bon, prenons son courage à deux mains et parce qu'il n'a pas le choix, le propriétaire va quand même aller voir le couple, leur dire de faire moins de bruit et également de faire attention sur les patios. Il va également engager quelqu'un pour réparer le plafond de Aurore.
Une fois ceci fait, le propriétaire va encore une fois appeler Aurore, cette fois pour la tenir au courant de la situation. Il va lui dire qu'en apprenant la situation, la voisine avait demandé de venir vérifier directement chez Aurore l'étendue des dégâts, et donc le propriétaire va lui dire de ne pas la laisser rentrer parce que clairement elle était vraiment chelou. Et à partir de ce moment, à chaque fois qu'elle rentre dans son immeuble, Aurore sent une espèce d'aura menaçante dans l'immeuble. Elle ne sait pas si elle doit avoir peur de ses voisins, si elles peuvent être menaçants ou s'ils sont énervés contre elle. Et d'ailleurs, quelques jours après ça, le couple va remettre la musique presque plus fort qu'avant, comme s'il voulait la mettre en garde, comme s'il voulait la provoquer. Elle va encore une fois en reparler au propriétaire qui va lui demander les preuves qu'elle avait prises en vidéo et en enregistrement, c'est ce qu'elle va faire. Même si clairement elle dit qu'elle déteste être une balance, cette fois elle n'avait plus le choix et ça allait vraiment beaucoup trop loin. Et un autre jour, alors qu'elle rentrait chez elle, c'était quelques jours plus tard, elle va voir le couple au loin qui l'attendait presque et qui était vraiment en train de la fixer. Du coup elle va commencer à presser le pas pour se rendre dans son immeuble et elle voit avec terreur que le couple commence à se mettre en marche juste en la voyant rentrer dans l'immeuble et commence vraiment à la suivre dedans. Ils sont simplement en train de la suivre silencieusement, presque dans un silence mortuaire, et jusqu'à ce qu'elle ouvre sa porte, ils ne diront aucun mot. Mais d'un coup, avec un sourire super glauque sur chacun de leurs visages, ils vont commencer à lui poser plein de questions. Ils vont commencer par lui demander si c'était vrai pour l'histoire de son toit, parce qu'ils avaient de forts doutes, parce que de leur côté, apparemment, il n'y avait rien. Ils vont lui demander quand est-ce que ça a commencé, est-ce que c'était à cause de la pluie, bref, ils vont très explicitement remettre en cause son histoire. Aurore est vraiment super mal à l'aise, elle sent vraiment qu'il y a une ambiance qui est menaçante et en plus c'est une des premières fois qu'elle les voit en vrai. Mais comme elle n'avait rien à cacher et qu'elle voulait vraiment montrer de l'assurance pour ne pas se laisser faire, elle va vraiment répondre du coup avec assurance. Et là Aurore va être super contente parce que ça a l'air de marcher et ils vont finalement partir. Et bref, à partir de ce moment-là, alors qu'ils étaient enfin rentrés chez eux, Aurore va commencer à sentir sur les prochains jours que leur attitude a complètement changé. Alors qu'auparavant ils étaient plutôt menaçants et très entreprenants, ils n'hésitaient absolument pas à mettre de la musique à fond, même quitte à déranger Aurore, cette fois-ci elle a vraiment l'impression qu'ils ont de plus en plus peur. D'après Aurore, elle a vraiment l'impression qu'ils commencent à se faire de plus en plus discrets, qu'ils font toujours des rituels mais vraiment discrètement parce qu'ils n'ont pas envie d'attirer l'attention ou que quelqu'un rentre chez eux. Sauf que malheureusement pour eux, c'est déjà trop tard, le propriétaire avait déjà contacté une équipe pour venir faire des travaux notamment dans le patio des voisins. Et en attendant que les ouvriers viennent pour les travaux dans son appartement comme dans le patio de ses voisins, Aurore va également se faire discrète parce qu'elle trouve le couple encore plus bizarre qu'à l'accoutumée et que vraiment elle commence à avoir peur. Bref, le fameux jour va enfin arriver, les ouvriers vont commencer à faire des travaux dans le patio du voisin et alors qu'ils devaient se diriger vers chez Aurore pour entreprendre les travaux chez elle, ils vont lui dire tout ce qu'ils ont vu chez les voisins. Apparemment sur le patio, il y a énormément de terre qui est disséminée partout, clairement c'est super bizarre, il y a également de la boue à tous les endroits. Aurore est clairement intriguée, elle a vraiment envie d'en savoir plus et du coup elle va commencer à faire des recherches sur internet pour voir ce dont il pouvait s'agir. Et clairement pour ça elle va directement demander à la communauté Reddit qui est super active en envoyant ses audios, en demandant si quelqu'un avait une idée. Il va y avoir plusieurs théories dont une qui va ressortir. C'est vraiment super flou mais apparemment il y avait une espèce de groupe de musique qui avait organisé une espèce de chorégraphie où tout le monde faisait ce genre de rituel en même temps, mais vraiment c'est ultra bizarre et rien n'est moins sûr. Aurore quant à elle pense vraiment qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus sombre, parce que clairement quand elle entendait les personnes parler, notamment à voix masculine donner des ordres, il y avait vraiment une ambiance cultuelle. Malheureusement jusqu'à maintenant elle n'a aucun moyen de vérifier cette théorie, mais à chaque fois qu'elle écoute les enregistrements qu'elle a pris, elle est vraiment parcourue par un sentiment de terreur. La dernière histoire qu'on va vous raconter ce soir, c'est celle de Carl et elle s'est passée il y a 7 ans alors qu'il avait 11 ans. Il a donc 18 ans aujourd'hui et d'ailleurs il est né aussi au Canada comme dans la première histoire et il y a vécu jusqu'à ses 15 ans. A l'époque, Carl avait une bande de potes et au total, en le comptant lui, ils étaient 4. Histoire de les anonymiser pour cette histoire, il décide de les appeler Noah, William et Arthur. Avec Arthur, ils se connaissaient depuis hyper longtemps, ils se connaissaient depuis l'époque de la primaire. Et Noah et William étaient devenus potes avec eux quelques années après. Un week-end, la petite bande de potes décide d'aller faire un petit camping en forêt pendant un week-end juste à côté de chez eux. Du coup, pour ça, en après-midi, ils prennent leur sac de couchage et leur tente et ils décident d'y aller. Pour nous parler un petit peu de ses potes, Carl nous dit que Noah c'était clairement le casse-cou, c'était celui qui avait toujours envie de faire des trucs un petit peu dangereux. Du coup, alors qu'ils sont tous en train de marcher dans la forêt, Noah va leur dire qu'il connaît un spot parfait pour venir camper. Apparemment c'est un endroit qui est hyper beau, il y a une cascade, bref c'est super stylé. Mais bon, à ce moment-là, on vous le rappelle, ils sont quand même assez jeunes, et donc les parents leur avaient interdit d'aller à plus de 300 voire 400 mètres de la forêt.
Parce que comme dans la première histoire, il nous le rappelle qu'il y a aussi beaucoup d'animaux sauvages au Canada et que ça peut être très dangereux. Mais ne voulant pas passer pour des trouillards, Carl et ses potes vont finir par accepter et ils vont y aller et arriver au crépuscule. C'est effectivement super beau et à ce moment-là, William et Arthur décident de s'installer pendant que Noah et Carl vont faire un petit repérage autour des bois. Et c'est à ce moment-là que tout va commencer à se gâter. À ce moment-là, alors que Noah et Carl sont en train de faire du repérage, Carl va s'éloigner un petit peu de quelques mètres. Et alors qu'il est en train de marcher, il a l'impression qu'il reçoit des petits cailloux sur lui, mais il ne sait pas du tout d'où ça vient. En se retournant, il remarque que c'est en fait Noah qui se situe à plusieurs mètres de lui, qui est en train de lui lancer des petits cailloux, mais il n'a aucune idée de pourquoi. En le regardant de plus près, Carl remarque que Noah a en fait son doigt sur sa bouche et qui lui dit de ne pas faire du bruit, et il lui demande de le rejoindre, mais même accroupi, pour être vraiment le plus discret possible. Carl est hyper étonné par la situation, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais il va s'exécuter, il va s'accroupir, il va commencer à rejoindre son pote. Là, Noah, le plus discrètement possible, va lui dire qu'il a vu un gros animal passer à une vingtaine de mètres de là, qu'il l'avait vu passer derrière un arbre, mais que depuis il ne l'a pas vu et il n'a aucune idée de ce que c'est. Noah va d'ailleurs lui pointer l'arbre où il l'a vu et effectivement, Carl remarque que à peu près dans les alentours, les branches sont en train de bouger. Il faut savoir que dans les forêts du Canada, il y a très souvent des grizzlies et les parents de Carl leur avaient dit que s'ils en croisaient un, il fallait absolument fuir. Et c'est vraiment cette raison principale qui avait fait que les parents ne voulaient absolument pas au début qu'ils aillent camper, mais finalement les enfants avaient réussi à les convaincre. Noah et Carl se mettent donc en position, ils se préparent pour courir le plus vite possible pour rejoindre les deux autres potes qui sont en train de les attendre au spot, mais c'est là que quelque chose de très bizarre va arriver. Et là, c'est avec de la terreur dans les yeux qu'ils vont remarquer qu'il y a la tête d'un homme qui dépasse de l'arbre qu'ils étaient en train de pointer juste avant. L'homme a un sourire très étrange sur le visage et clairement il est en train de les fixer. Carl et Noah sont complètement tétanisés, ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. On vous le rappelle, ils sont en pleine forêt, c'est le crépuscule, il est censé n'y avoir personne là où ils sont. L'homme est hyper barbu, il a les cheveux très longs et ils ont l'air très sales. Carl a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas laver ou alors qui n'a pas pris soin de lui depuis des années et des années. Et là, pour briser le silence alors que Noah et Carl sont complètement tétanisés, l'homme se met à rigoler super fort. Sauf que c'est un rire très bizarre, c'est pas comme si c'était un rire démoniaque, ni comme s'il était en train de rigoler à une blague, c'est plutôt des gloussements, presque comme un animal. Complètement paniqué et ne sachant pas quoi faire, Noah va décider d'agir, il va prendre sa voix la plus grave possible et il va commencer à crier après l'homme. Il commence donc à lui hurler dessus, il essaye de l'intimider au maximum en lui disant qu'il y avait des adultes avec eux et que clairement s'il leur voulait du mal, ça allait mal se passer. Et là, après avoir entendu tout ça, l'homme se décale de derrière l'arbre, il se met à côté donc, et il commence à se recroqueviller sur lui-même et il commence à faire des bruits étranges, un petit peu aigus, presque comme s'il se sentait vaincu et qu'il avait peur. Et là, Carl et Noah remarquent que l'homme est en fait complètement nu et qu'il est hyper sale. Et au lieu de se mettre à courir après les deux enfants pour leur faire du mal, l'homme va faire le contraire, il va se retourner et il va courir vers la forêt. Noah et Carl se mettent donc à rentrer vers le camp et sur le chemin ils vont croiser William et Arthur qui avaient entendu du bruit et qui s'étaient donc aussi dirigés vers eux. Sauf qu'en voyant l'expression de terreur qu'ils avaient sur le visage, ils ne vont même pas poser de questions, ils vont tous rentrer vers le camp et ils vont remballer les affaires pour repartir le plus vite possible. Ils se mettent donc tous à pédaler le plus vite possible vers la lisière de la forêt. Et alors qu'ils sont persuadés à ce moment-là que plus personne n'est en train de les suivre, Noah va s'arrêter, descendre de son vélo, expliquer toute la situation aux deux potes qui n'étaient pas là et en faisant ça, il va fondre en larmes. Il va leur dire qu'il avait été complètement terrorisé par la situation, qu'il avait tellement peur qu'il a complètement réagi par instinct parce qu'il se sentait vraiment menacé. Bref, après tout ça, chacun va rentrer chez lui, ils vont tous raconter l'histoire aux parents qui au début ne vont même pas les croire, mais en voyant l'état de leurs genoux qui étaient un peu écorchés lorsqu'ils avaient pris la fuite, ils vont finir par les croire. Après toute cette histoire, les 4 enfants ne sont jamais retournés dans cette forêt, d'ailleurs les parents ne les ont jamais laissés sortir après cette histoire jusqu'à ce qu'ils retournent en France. Et Carl ne saura donc jamais qui était cette personne qui était apparue en pleine nature comme s'il avait toujours été là. Ils ont plusieurs théories par rapport à ce qui s'est passé, mais celle qui revient le plus souvent, c'est que c'était sans doute un homme qui avait toujours vécu dans la nature tout seul, et donc qu'il avait adopté des gestes et des réflexes d'animal sauvage. En tout cas, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que Carl n'oubliera jamais le sourire sordide de cet homme qui était apparu dans la nature et qu'il ne reverra jamais.